Equinox. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et même internautes, et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Fibrillation auriculaire, on en parle cet après-midi. Fibrillation auriculaire, encore appelée fibrillation atriale, est une forme d'irrégularité du rythme cardiaque, encore appelée arythmie, qui résulte d'une perturbation des signaux électriques du cœur. La fibrillation auriculaire est le type le plus courant d'arythmie. Le risque de souffrir de ce trouble augmente avec l'âge et d'autres facteurs comme le diabète ou encore l'hypertension artérielle et les maladies sous-jacentes. Pour en parler cet après-midi, on reçoit le docteur Tontou Cabral, cardiologue en service à l'hôpital Saint-Pradipio de Douala. Bon après-midi, docteur. Merci, Florence. D'accord. Fibrillation auriculaire, on en parle. Déjà, c'est quoi, docteur? Voilà, comme ça a été dit déjà dans la définition, fibrillation auriculaire, ce sont des contractions irrégulières du cœur qui sont irrégulièrement irréguliers. Donc, le cœur, le système conjonctif, s'il faut parler de lui, est formé du nœud sinusal. Et de là, l'impulse continue au nœud atrioventriculaire et par la suite dans les deux ventricules. Donc, quand il y a fibrillation auriculaire, au lieu que les pulsations commencent par le nœud sinusal, ça commence plutôt dans beaucoup de places dans les deux auricules, dans les deux oreillettes. Et c'est faire en sorte que le rythme est saccadé et désordonné. Et ça cause beaucoup de problèmes. D'accord, docteur. Et maintenant, comment ça se manifeste? Comment savoir qu'on a un problème? Un problème, la fibrillation auriculaire entre dans le grand groupe des arythmies, dans le grand chapitre des problèmes cardiaques qu'on appelle les arythmies cardiaques, quand le cœur ne bat pas bien. Comment c'est? Les palpitations. Donc, quelqu'un peut juste rester et puis il entend le cœur battre d'une certaine façon. Et beaucoup de malades disent que le cœur fait pop, 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 pop. Certains moments disent que le cœur fait comme si on pile le tarot. D'autres personnes disent que le cœur s'ouvre. Docteur, mon cœur s'ouvre souvent, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en ce moment-là, je deviens fatigué, je transpire, je ne peux rien faire, je suis faible. Tout ceci vraiment s'entraîne par beaucoup de disconfort du patient ou bien de la personne qui a ces palpitations. Donc, c'est souvent en ce moment-là que beaucoup de personnes viennent consulter. Sinon, il y a beaucoup d'autres symptômes encore, comme l'essoufflement à l'effort physique. Donc, les marches, comme par exemple chez vous ici, pour monter à cet étage, des gens qui marchaient sans problème, ils grimpaient, ils arrivaient, n'avaient pas de problème, c'était un moment, ils grimpent, il entend comment le cœur commence à battre d'une certaine façon. À peine il a fait 2-3 marches. Oui, il se sent mal à l'aise. Et ça peut être accompagné, par exemple, des douleurs, ça peut être accompagné des maux de tête, ça peut être accompagné. Certaines personnes ont même une fibrillation auriculaire quand on découvre qu'ils ont l'AVC. Puisque là, la fibrillation auriculaire, ça entraîne la maladie thromboembolique. Donc, et l'AVC fait partie d'une de ces maladies. Donc, voilà, principalement. Et la fibrillation auriculaire aussi est une complication. Je peux dire des valvulopathies. Il y a une fois, nous avons parlé ici des valvulopathies post-rhumatismales. Oui, dont les portes du cœur ont des problèmes et par la suite, ça fait en sorte que les oreillettes là, gonflent. Et ça entraîne la fibrillation auriculaire. Les malades avec hypertension artérielle. En passant, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et encourager l'initiative de mes collègues de l'hôpital général de Douala qui sont dans un stage bloqué qui a commencé par une mission chirurgicale et un dépistage de maladies cardiovasculaires. Et actuellement, ils sont en train d'avoir des présentations, dont une journée scientifique dédiée à l'hypertension artérielle. Je les joindrai tout à l'heure et vraiment bravo à l'équipe de l'hôpital général de Douala. Donc, les malades hypertendus développent aussi la fibrillation auriculaire. Les malades avec insuffisance cardiaque, dont les cardiomyopathies dilatées. Oui, nous avons parlé de l'insuffisance cardiaque ici aussi une fois. Ils peuvent avoir la fibrillation auriculaire. Donc, il y a un groupe de personnes, oui, à un certain moment aussi, ça se développe. Pas parce qu'on a un problème particulier, mais bon, c'est venu.
c'est venu. Et si ça vient, il faut le diagnostiquer, il faut le traiter, il faut prendre des médicaments appropriés pour ne pas développer les complications. D'accord, docteur. Et maintenant, parlons donc de ces complications. Si le mal n'a pas été vu à temps ou encore a été négligé ou mal soigné, quelles peuvent être les complications liées à une fibrillation auriculaire? Les complications liées à une fibrillation auriculaire, ça peut être un choc. Un choc. Donc, comme nous avons parlé, quelqu'un qui est en train de grimper, de marcher, de gravir quelques marches d'escalier, directement il tombe, quoi. Oui, et si on n'agit pas tôt, ça peut entraîner une mort subite. Oui. J'ai parlé de l'AVC, ça peut les dômes aigus du poumon également. Pourquoi? Parce que quand il y a fibrillation auriculaire, le ventricule, l'oreillette gauche ne se vide pas totalement de son sang. Et il y a possibilité de formation des caillots. Oui. Et c'est ces caillots-là qui vont maintenant se promener dans tout le corps. Ça peut être dans le cerveau, ça peut être dans la tête pulmonaire, ça peut être dans les reins, ça peut être dans les membres inférieurs et entraîner là, si c'est dans le membre inférieur, des ischémies dans le membre inférieur. La tête pulmonaire, une thromboembolie, la tête pulmonaire, dans la tête, ça peut entraîner un AVC. Donc voilà les principales complications de la fibrillation auriculaire. D'accord, docteur. Maintenant, quels sont les différents types de fibrillation auriculaire qu'on pourrait rencontrer? Il y a beaucoup de classifications. Celle que je vais donner, c'est la récente qui dit le premier type de fibrillation auriculaire, c'est paroxystique. Paroxystique, c'est quoi? À un certain moment, quelqu'un sent ses battements cardiaques et le diagnostiquer, c'est pas vraiment facile, celui-ci particulièrement, puisque c'est intermittent. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça part. Et le deuxième élément, ou bien le deuxième groupe, c'est la fibrillation auriculaire persistante. Donc de paroxystique à persistante. Ça peut persister pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et après, ça revient, on appelle le rythme sinusal. Donc le rythme cardiaque, normalement, loup-doum, 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 loup-doum. Le premier bruit, deuxième bruit, petite pause. Premier bruit, deuxième, loup-doum, 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 loup-doum. Là, c'est rythme sinusal. Quand c'est fibrillation auriculaire, c'est dans un désordre total. Désordre total, vraiment, irrégulièrement irrégulier. Donc, comme je disais, la deuxième classification, c'est persistant. Donc, ça peut faire comme ça pendant 2 semaines. Et après, le malade revient encore en rythme sinusal. Et c'est pour ça que c'est très, très important, médecin généraliste particulièrement, quand un malade vient dire qu'il y a des palpitations et on ausculte, tout va bien. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de palpitations. Il a bien des palpitations. Si c'est paroxystique, il vient quand il n'a pas ces palpitations. Mais il a expérimenté cela. Donc, il ne faut pas prendre ses plaintes à la légère. Il faut vraiment utiliser les méthodes de diagnostic qui pourront vraiment orienter ou bien qui pourront nous aider à comprendre ou bien à détecter ce problème et vraiment le comprendre et le traiter comme il le faut. Et le dernier, c'est la fibrillation auriculaire permanente. Donc, le malade est permanemment en ce rythme, en ce désordre cardiaque. Et là, les médicaments vraiment sont très nécessaires et très importants dans ce groupe. D'accord. Bon, docteur, vous avez parlé tout à l'heure des palpitations. J'aimerais ouvrir une petite fenêtre. Est-ce que des personnes qui font des palpitations dues à la consommation de certains produits devraient aussi aller consulter? Palpitations, dès que quelqu'un a des palpitations, ce serait bien d'aller consulter. Oui, parce que quelle que soit la cause, oui, nous savons que si c'est causé par peut-être certaines substances que le malade a ingérées, avec l'arrêt de la substance, certainement ça va disparaître. Mais il faut connaître quel genre de palpitation il a. Ça peut être bénin ou bien ça peut être malin. Oui. Et si c'est bénin, tant mieux. Si c'est malin, là, il faut des médicaments, il faut quelque chose de particulier. Donc, toute arythmie cardiaque, toute arythmie, palpitation, si vous avez des palpitations, venez consulter. Il faut qu'on établisse ce genre de palpitations. Il faut qu'on prescrive des médicaments s'il faut. Il faut changer de style de vie s'il faut. Et non, c'est pour ça que dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui mouraient, mort subite. On disait non, c'est telle personne qui l'a tué, c'est l'oncle au village. Voilà, une grand-mère, un grand-père qui ne connaissait rien du tout. Rien du tout. Des arythmies. Ça a commencé 1 fois, on a négligé. 2 fois, on a négligé. 3 fois, on a négligé. C'était paroxystique. Après, c'est devenu permanent.
Et puis jusque-là, on n'a rien fait. Et après, le malade développe bien son AVC, il meurt, ou bien une thromboembolie de la terre pulmonaire, ou bien vraiment il a son arrêt cardiaque correct, vraiment qui répond vraiment à son état. Et puis on va dire non, on l'a tué. État qui a été négligé. Négligé. Maintenant, docteur, quelles peuvent être les causes, ou alors quelles sont les causes d'une fibrillation auriculaire? Voilà. Les causes, elles sont très nombreuses. On a dit les causes, vraiment, il y a des substances. Par exemple, l'alcool, oui, la cigarette. Les gens qui s'asseyent, ils boivent. Et ceux qui meurent même au bar, souvent, oui, c'est ce genre de choses. Ils boivent, ça entraîne ce que ça entraîne. Et par la suite, le voilà qui est assis, il baisse seulement la tête et puis c'est fini. Et puis on va dire non, c'est monté, c'est descendu. Non, il y a des substances, oui. Il y a, disons, l'hypertension artérielle, il y a les valvulopathie post-rhumatismale, il y a les cardiopathies, qui entraînent la fibrillation auriculaire. Et aussi, elle peut être idiopathique. Quelqu'un la développe juste là, parce que, bon, elle est arrivée, quoi. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs de pouvoir appeler et poser quelques questions. Les codes d'accès sont de 655 51 11 11, 652 02 50 50 et le 242 64 29 80. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Donc j'entends par poste récepteur votre poste de télévision ou encore votre poste radio, ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Faute de quoi, on sera obligé de couper cet appel. Maintenant, docteur, on revient sur les fibrillations auriculaires. Comment poser le diagnostic de cette pathologie? Le diagnostic de la pathologie, le poser d'abord, c'est le malade. Le malade, donc, quand on interroge correctement le malade, on peut comprendre qu'il a des palpitations. Et il y a des tests toujours à faire pour confirmer ce diagnostic. Et non pas seulement ça, l'examen physique. Pour ceux qui ont une fibrillation auriculaire persistante, si c'est vraiment dans les délais, directement le malade est venu, on ausculte, on aura vraiment ces bruits cardiaques désordonnés qu'on appelle vraiment objectivement, ou bien à l'examen physique, les battements cardiaques irrégulièrement irréguliers, parce que c'est vraiment ça. Si c'est aussi la fibrillation auriculaire permanente, là on aura irrégulièrement irrégulier à l'examen physique, et non pas seulement ça, les plaintes du malade, les symptômes du malade. Par la suite, on passe au test paraclinique pour vraiment objectiviser ce qu'on a vu. Oui. Donc, l'ECG, transthoracique, oui. Là, c'est très important. Donc, on va prendre d'abord cet auditeur et on revient. Il est parti. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Yaoundé. Oui, votre nom? Allô? Allô? Bon, on a quelques soucis avec cet auditeur ou alors téléspectateur. D'accord, on revient. Oui, les méthodes de diagnostic. On parlait, il y a des tests paracliniques, l'ECG. Il y a d'autres méthodes exactement qui enregistrent les battements cardiaques pendant plus de temps, puisque l'ECG de surface transthoracique, c'est fait quand le malade est couché devant pour 5 minutes, quoi. Oui, et souvent on ne peut pas détecter vraiment les palpitations ou bien la fibrillation auriculaire chez ce patient. Donc on peut demander un ECG de longue durée. Donc on appelle ça le Holter ECG, qui peut être 24 heures, qui peut être 48, qui peut être 72 heures. Donc on est en train de chercher, quoi. On veut voir, on veut vraiment le trouver, cette arythmie qui est invalide, cette arythmie qui rend le malade dans cet état. Donc l'ECG, le Holter ECG, bien sûr l'écho-cœur, très très important pour mettre en évidence les valvulopathies, pour mettre en évidence les dilatations des cavités cardiaques, pour mettre en évidence les cardiomyopathies. D'accord. Très important. On va prendre notre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle madame Niemek. Je vous appelle depuis Garoua. Oui, madame Niemek, allez-y, posez votre question. Alors, juste, j'ai une question, parce que cela fait pratiquement 10 jours que j'ai eu une douleur au niveau de la main droite, et cette douleur s'est accentuée jusqu'au niveau de l'omoplate.
gauche, pardon, excusez-moi, une douleur au niveau de la main gauche qui est montée jusqu'à l'omoplate gauche. Et je me suis un peu inquiétée. Je suis allée à une clinique, on m'a fait l'ECG, un examen ECG, qui s'est révélé normal. Ils m'ont aussi demandé certains marqueurs cardiaques. Je n'ai pas encore pris les résultats parce qu'ils ne sont pas encore disponibles. Mais comme je suis tombée sur l'émission, et je me suis dit, est-ce que je peux peut-être avoir plus d'informations? Je rappelle que je ne suis pas diabétique, je ne suis pas hypertendue. Juste, j'ai eu cette douleur-là et voilà. Et elle est là, elle a dit, elle vient, s'en va, elle vient, s'en va. Et ils m'ont prescrit cardio-aspirine en attendant parce qu'ils m'avaient dit que en attendant les résultats, il fallait que je prenne ça. Ça m'a un peu inquiétée. Non, madame, vous ne devez pas être inquiet. Ça, c'est une bonne tactique. Tout au contraire, je félicite ce médecin. Pourquoi? Parce que là, certainement, il est en train de penser à une angine de poitrine. Donc, l'ECG, on attend les marqueurs. Si tout revient négatif, certainement, c'est peut-être des douleurs osseuses ou bien articulaires ou bien musculaires et qui passeront avec le temps. Non, la médecine préventive, c'est ce qu'il faudrait que nous fassions maintenant. Nous ne devons pas attendre quand tout est déjà détruit et on court à l'hôpital. Vraiment, l'approche de votre médecin est parfaite. Félicitations. D'accord, madame, merci beaucoup. D'accord, docteur. On revient sur le diagnostic. Oui. On a parlé de l'écho-cœur. L'écho-cœur qui va mettre en évidence beaucoup de pathologies cardiaques. Non, pas seulement ça, même la numération. Il faut des tests biologiques, biochimiques, les tests du sang qui peuvent montrer beaucoup de changements, qui peuvent montrer une insuffisance rénale, qui peuvent montrer une anémie, qui peuvent montrer des troubles électrolytiques. Donc, voilà ce qu'il faut faire, absolument. Il y a aussi souvent la thyroïde, l'examen, pour voir si la thyroïde n'a pas de problème, parce que là aussi, dans des cas, il peut y avoir une hyperthyroïdie qui entraîne une fibrillation auriculaire. Donc, des tests appropriés pour chaque malade, des tests appropriés, puisque notre traitement doit être personnalisé par rapport au malade qu'on a devant soi, par rapport à ce que l'examen physique a révélé. Donc, nous allons dans les tests paracliniques et pour objectiviser de quoi souffre le malade, quel est le problème qui a amené la fibrillation auriculaire. Et par la suite, il y a de bons médicaments qui peuvent aider ce malade et prévenir les complications. D'accord, docteur. Maintenant, parlons du traitement. Est-ce qu'il y a un traitement vraiment curatif? Parce que généralement, quand on parle des maladies du cœur, on a la nette impression qu'on va vivre avec, que c'est son fardeau. Mais avant, on va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ma soeur Fabiola. Oui, allez-y, posez votre question, Fabiola. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, je suis éloignée. Oui, allez-y, posez votre question. J'appelle depuis Yaoundé. Bon, je viens de suivre la dame là. C'est la même douleur que j'en faisais, une douleur au niveau du bras gauche et juste au niveau de l'omoplate, quoi. Ça fait comme des petits picotements. Je me suis dit dès le départ que c'était peut-être le nez, mais je sais vraiment pas. Je sais pas si... Je voudrais avoir l'avis du docteur. Ok, les douleurs dans le bras gauche et à l'omoplate, allez consulter et puis le médecin qui vous verra fera une analyse complète et ça sera plus objectif parce que oui, nous avons suivi des douleurs, vous n'avez pas votre âge, vous êtes hypertendu, vous êtes obèse, vous êtes diabétique, vous avez les pieds qui gonflent souvent, à l'effort physique, est-ce que ça s'accélère ou bien est-ce que la douleur devient plus atroce? Quand je grimpe les marches, vous avez parlé de quoi? J'ai des battements de cœur, c'est ça. C'est pour ça que là, votre cas particulier, allez consulter, allez voir même un médecin généraliste et certainement il vous aidera. Il vous aidera, oui. Votre poids, c'est combien, votre taille? 1m65, 73 kilos. Oui. Vous n'êtes pas diabétique? Non, c'est pas diabétique. Pas hypertendu non plus? Je suis pas hypertendu. Vous fumez? Mais l'alcool?
Vous fumez? Non, non, pas du tout. L'alcool, vous prenez? Non, pas du tout. Voilà, beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire sont éliminés, donc on peut penser aux douleurs. Voyez un médecin, Consultez déjà? Ouais. Voyez un médecin. D'accord. D'accord. Ok, merci. Oui, donc par rapport à la fibrillation auriculaire, il y a beaucoup d'options de traitement. Ouais. C'est médicamenteux et aussi il y a des interventions qui peuvent se faire pour arrêter vraiment cette arythmie. Oui, quand c'est permanent, ça peut être rapide, ça peut être lent. Quand c'est lent, il faudrait certainement une pile. Parce que quand c'est lent, un pacemaker. Parce que quand c'est lent, tout ce qui est lent, ça entraîne aussi des problèmes, comme quand c'est rapide. Donc quand c'est lent, il faut absolument une pile monocamérale dans ce cas. Oui. Quand c'est rapide, il y a des médicaments qu'il faut. Il y a des médicaments, vraiment un cocktail qu'il faut pour ce malade, dépendant des comorbidités, et qui vont ralentir. Quand c'est, je vais entrer dans les détails plus tard, quand c'est paroxystique ou bien quand c'est un cœur sain, il y a une procédure qu'on appelle ablation de la fibrillation auriculaire, isolation des veines pulmonaires. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à envoyer des fils au niveau du cœur, au niveau des veines pulmonaires, dans l'oreillette particulièrement gauche, et qui vont aller, disons, brûler des endroits au niveau de ces veines qui ont été démontrés que c'est ces endroits qui provoquent la fibrillation auriculaire. Oui, et quand on les isole, quand on brûle ces endroits, quand on brûle tout cela, par la suite, la fibrillation auriculaire disparaît elle-même. Oui, il peut y avoir des récurrences, mais bon, dans la littérature, ça a été démontré vraiment que ça disparaît et le malade oublie vraiment qu'il avait la fibrillation auriculaire. Donc, on guérit définitivement de sa fibrillation auriculaire si elle est bien suivie. Oui, si elle est bien suivie. Et si le malade a eu cette procédure. Voilà. Il y a un autre groupe. Quand il n'y a pas de comorbidité toujours, oui, on peut aussi faire une conversion à rythme sinusal. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser ou bien on peut choquer le malade. Et en choquant ainsi, le rythme cardiaque, au lieu de irrégulièrement irrégulier, ça redevient sinusal. Mais il y a des paramètres ou bien des critères pour être éligible à ce genre de procédure. Sinon, il y a des médicaments également qui peuvent conserver... disons, qui peuvent ralentir le rythme cardiaque. Oui, le malade va se sentir bien, à l'effort physique n'aura pas de problème, mais il prendra des médicaments qui vont faire en sorte qu'il se sente bien. Il a toujours la fibrillation auriculaire, il ne guérit pas d'elle, mais il est sans symptômes. Voilà, il va nettement mieux. D'accord. En quelques secondes, docteur, le temps nous tient à la gauche. En quelques secondes, les mesures de prévention. Les mesures de prévention. Nous avons déjà parlé beaucoup de fois des mesures de prévention des maladies cardiovasculaires. Exactement. Donc, tout le monde, vraiment, à partir d'un certain âge, doit les pratiquer. Qu'est-ce que ça signifie? Réduire le sel dans la nourriture, réduire le cuivre, bien arrêter. Manger beaucoup de fruits et de légumes, arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, faire des exercices physiques, éviter le stress, réduire l'huile, la consommation en huile. Donc voilà les principales mesures qu'il faut vraiment tous les jours adopter pour maintenir son cœur bien, pour être à l'abri des maladies cardiovasculaires. Merci à vous, docteur Tantchou Cabral, de nous avoir accordé un peu de votre temps cet après-midi. Merci. D'accord. Quant à nous, très chers téléspectateurs, fibrillation auriculaire était le thème évoqué cet après-midi et retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. Bon après-midi à vous.